Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne d'Action Écologie et donc un nouvel épisode de l'écologie à l'endroit. On propose ce format à peu près une fois par mois. Alors d'abord quelques nouvelles d'Action Écologie. On a d'abord à la fin de l'année été mobilisé autour d'un communiqué de presse appelant à la démission de Barbara Pompili à cause finalement de la politique énergétique de la France, qui a consisté à fermer les centrales nucléaires, dont celle de Fessenheim, et puis à rebrancher les centrales à charbon, puisqu'on manquait aujourd'hui d'électricité. Et donc, Barbara Pompili, bien sûr, est responsable en tant qu'ancien pilier du parti Europe Écologie Les Verts, de ce fiasco d'une certaine manière, et donc il serait temps qu'elle prenne ses responsabilités. Et dans le même communiqué, nous demandons à l'ensemble des candidats à la présidentielle de sortir du ministère de l'écologie le thème de l'énergie, justement. Ainsi que, mais on n'en parle pas dans ce communiqué, le thème du logement et du transport, qui à mon avis doivent être gérés dans d'autres endroits. Et donc, pour en savoir plus, je ne vais pas développer davantage, je vous renvoie à notre communiqué, oui, et puis aux interventions qu'on a fait dans les médias, notamment sur Sud Radio. Tout ça est sur notre site. Je vous rappelle d'ailleurs que nous sommes présents sur les réseaux sociaux, sur Facebook bien sûr, sur Twitter, sur LinkedIn et bien sûr sur YouTube. Donc s'il vous plaît, je vous invite à vous abonner à cette chaîne d'abord, et puis d'activer la cloche pour avoir les notifications pour les prochaines vidéos. Alors d'ailleurs, vous pouvez retrouver sur notre chaîne des interviews de Jean-Paul Horry pour son livre Greta Thunstein, de Monsieur Kervas Doué, qui a écrit un livre aussi sur l'écologie, un livre critique. Et puis vous allez retrouver aussi très bientôt la conférence que Chantal Delsol et moi-même avons donnée, enfin un petit échange qu'on a fait et que vous pouvez donc retrouver sur le thème de l'écologie est-elle la religion du XXIe siècle, pour faire simple. Voilà, et donc dans les nouvelles aussi, dans les quelques semaines qui viennent, on va sortir une étude sur l'utopie des énergies renouvelables, suite à nos actions qu'on avait fait sur l'éolien. Et puis on va continuer nos efforts sur le thème de la biodiversité en faisant une étude une enquête sur les oiseaux, comment se portent les populations d'oiseaux en France. Donc on a choisi un territoire limité pour avoir plus de pertinence et pas vouloir avoir une réflexion sur le monde entier qui est toujours un peu difficile et délicate. Donc voilà, vous pouvez retrouver tout ça sur notre site et je vous invite à nous suivre et à vous abonner par exemple à notre lettre, notre newsletter que vous recevrez sur votre boîte mail régulièrement. Donc je voudrais vous parler de deux choses essentiellement pour cette écologie à l'endroit. Alors ça va être un écologie à l'endroit consacré au cinéma. Un peu des thèmes un peu légers mais significatifs et on peut tirer les leçons de ces films en fait. Alors il y a deux films dont je vais parler. D'abord Don't Look Up, le succès phénoménal qui a eu lieu sur Netflix, puisqu'il est sorti, je crois, le 24 décembre, et ça a eu un démarrage incroyable, un des démarrages les plus importants de Netflix, et c'est un film qui a suscité beaucoup de commentaires, et c'est pour ça que c'est intéressant, beaucoup de commentaires de la part des écologistes. On a vu, par exemple, Jean-Marc Jancovici, qui a fait un post sur LinkedIn que vous pouvez retrouver. On a vu aussi Valérie Masson-Delmotte, je ne me rappelle jamais bien de son nom, mais qui est vice-présidente du GIEC, et qui est une climatologue française assez connue et une activiste, disons, écologique, on peut dire ça comme ça. Et puis il y a eu des tribunes dans Le Monde, enfin beaucoup de commentaires. Ce film a suscité beaucoup de commentaires et on va essayer de parler de ça. Alors d'abord, il s'agit, qu'est-ce que raconte ce film? Très vite, c'est en fait un chercheur et sa doctorante, plus spécifiquement d'ailleurs sa doctorante, qui découvre une
une comète qui va arriver sur la Terre dans 6 mois, et donc va détruire, non pas la planète, puisqu'elle ne craint rien, mais en tout cas va certainement bouleverser les écosystèmes et détruire l'humanité, puisque une comète de cette taille, en fait, crée un tel cataclysme que elle détruit une bonne part de la biodiversité qu'il y a sur Terre, et puis, comme ça s'est passé dans l'histoire de la Terre d'ailleurs, avec les dinosaures notamment. Et donc ces deux chercheurs, si vous voulez, c'est un exemple typique de ce qu'on appelle le film catastrophe. Et ces films catastrophes ont toujours le même scénario. C'est quoi? C'est d'abord des scientifiques qui sont capables de prévoir l'avenir avec une précision que n'ont pas l'homme du commun, disons. Parce qu'ils ont une intelligence spéculative, c'est-à-dire qu'ils regardent des phénomènes, ils font des calculs, etc. Et ils sont capables de voir ce que le commun des mortels ne voit pas, et d'essayer d'avertir la population, les hommes politiques, d'une situation pour laquelle il faut réagir. Et c'est exactement le même scénario qu'on retrouve dans tous les films catastrophes. Le héros ou les héros sont toujours des scientifiques. Mais des scientifiques qui ont du mal à se faire entendre par les médias, les pouvoirs politiques et la population en général. Ils sont pris pour des fous au début des films en général. Qu'il y a quelque chose qui vous chiffonne. Nous avons découvert une très grosse comète. Oh, bravo. Qui se dirige droit sur la Terre. Cette comète, c'est ce qu'on appelle une tueuse de planètes. Pour l'instant, je propose qu'on patiente et qu'on avise. Qu'on patiente et qu'on avise. Patiente. Et ensuite, on avise. Il y a une première phase où on patiente et ensuite on digère. Ça, c'est la phase où on avise. Puis plus ça avance et plus la catastrophe arrive et devient certaine, et plus ils sont pris au sérieux, et c'est là qu'ils d'ailleurs ils deviennent des héros, alors qu'au début c'était des gens qui étaient rejetés, pour faire simple. Donc c'est un peu ça le scénario du film, c'est un peu donc dans la droite lignée de tous les films catastrophes qu'on a pu voir dès les années 70. Donc d'abord, c'est un film, il faut le dire, assez agréable à regarder. C'est pas le film du siècle, mais enfin, c'est assez drôle. Et je dirais d'ailleurs que c'est essentiellement une farce. Alors évidemment, on va vouloir imposer un message d'une allégorie par rapport à notre situation sur le changement climatique, mais c'est quand même une farce. Ça peut pas être vrai. Ça peut pas être vrai, ça peut pas être vrai. Ça peut pas arriver. Kate, dites-moi que ça peut pas vraiment arriver. Il y a beaucoup de choses très très drôles, notamment la présidente des États-Unis, et puis son chef de cabinet, et puis un espèce de fou qui pourrait être un Mark Zuckerberg, si vous voulez, quelqu'un qui a réussi dans la tech et qui va avoir son influence, je ne vais pas tout vous raconter si vous ne l'avez pas vu, mais pour détruire l'astéroïde, enfin la comète. Donc c'est un film qui m'a fait penser à un livre un peu de Jules Verne, De la Terre à la Lune, parce que c'est aussi une farce en fait, une sorte de farce où en fait les artificiers en fait américains, etc. sont désespérés qu'il n'y ait plus de guerre, pour faire simple, et doivent inventer des nouvelles choses pour faire marcher leur économie d'une certaine manière. Et le projet, ça va être justement d'envoyer des gens sur la Lune. Mais il y a un côté comme ça, farce, qu'on retrouve dans ce film-là. Donc au-delà du message qu'il y a peut-être sur le changement climatique, c'est quand même un divertissement, disons. Et il faut le regarder pour cette simple raison, sans aller chercher des explications plus compliquées ou des raisons de regarder autres que celui de se divertir. Mais en tout cas, comme ça a suscité des commentaires, on peut commenter les commentaires. Alors en gros, ce qu'on dit, c'est que cette situation de l'astéroïde qui va détruire la Terre, c'est la même situation dans laquelle on est avec le changement climatique, finalement. Le changement climatique va bouleverser les écosystèmes, c'est ce qui est dit, en tout cas, il y a des grosses inquiétudes là-dessus, et puis il y a comme si le scientifique, à travers le GIEC par exemple, essaye d'avertir la population, les politiques, et puis qu'il n'y ait pas de réaction, finalement. Bon, alors ce qu'on peut dire, et ça revient à ce thème qui est repris par l'ensemble des écologistes depuis très très longtemps, c'est celui du thème de l'état d'urgence, en fait. C'est ça le film du thème, c'est cette difficulté à convaincre les politiques
et les médias qu'il faut déclarer un état d'urgence face à une situation qui est terrible et qui va détruire l'humanité. Et finalement, sur le changement climatique, on serait dans la même situation. Action Écologie, on est beaucoup plus mesuré, on est anti-catastrophiste. C'est-à-dire que, évidemment, qu'il y a un réchauffement climatique, il y a 1 degré de constaté en un siècle, mais pour le moment, il y a assez peu d'événements, disons, qui ont créé de problèmes véritables, on pourrait développer, hein. Mais peu importe, en tout cas, la crainte de certains activistes sur le changement climatique, c'est qu'il y a un bouleversement et qu'il faut déclarer l'état d'urgence. Et chez les écologistes, en dehors du thème du changement climatique d'ailleurs, sur la biodiversité aussi, on dit qu'il faut déclarer cet état d'urgence. Et donc, comme dans le film, on serait incapable, avec le changement climatique, de déclarer cet état d'urgence qui incite de mettre tous les moyens au service de la survie de la société. Puisque quand il y a un danger de mort, il ne s'agit plus de tergiverser, il s'agit d'agir, de mettre tous les moyens pour se sortir de cette mauvaise situation. Mais donc, ce qui est assez paradoxal, c'est que d'abord le film montre cette difficulté du politique à répondre. Or, c'est pas très réaliste d'une certaine manière. C'est agréable à suivre, mais c'est pas très réaliste. Parce que si on imagine que ce cas se produise, on découvre une comète, alors ça c'est possible, hein, qui découvre notamment si elle a un certain axe qui est invisible par rapport au Soleil, on va la découvrir très tard en fait. Et donc c'est un scénario tout à fait possible. Mais les scientifiques, une fois qu'ils vont avoir découvert cette comète qui fonce vers la Terre, vont évidemment avertir les politiques et je veux dire là, tout ce qui relève de l'astronomie, les calculs mathématiques, en fait, sont extrêmement précis et exacts, en fait. Nos invités du jour ont fait une impressionnante découverte dans l'espace. Cette comète fait quelle taille environ? Elle pourrait détruire la maison de mon ex-femme, c'est possible? Il y a 100% de chance qu'on crève tous. Je suis désolée. Kate. Oh, Kate. Ok. L'astronome Canon, on le réinvite quand il veut, mais celle qui nous hurle dessus, c'est moins sûr. Et donc on a, si les scientifiques indiquent qu'une comète va s'écraser sur la Terre dans 6 mois et que ça va provoquer un cataclysme incroyable, les politiques ne vont pas, comme dans le film, tergiverser parce qu'ils sont pris par le quotidien, par les élections à mi-mandat, là dans le cas du film ici, où les journalistes complètement obsédés par le divertissement, et puis les gens ne croyant pas aussi, les scientifiques, le grand public, parce qu'ils croient que c'est un complot, qu'on leur ment pour d'autres objectifs, comme on le voit aujourd'hui, sur certaines autres questions. Donc si on voulait faire un vrai parallèle avec le changement climatique, on choisirait pas le scénario de la comète, parce que précisément la comète va faire émerger une communauté de destin à l'échelle internationale, va faire émerger pour la première fois une véritable politique mondiale. Pourquoi? Parce qu'il va falloir, les hommes ont tout intérêt à déclarer un état d'urgence, et c'est ce qu'ils feront, je veux dire, c'est 100% sûr que les chefs d'État des grandes puissances vont se rassembler pour pouvoir soit détruire la comète, soit la dévier en fait, puisqu'il y a 2 scénarios. Le scénario a déjà été envisagé d'une comète, et la solution c'est soit effectivement de la dévier, soit de la détruire. Et donc tous les moyens seront mis au service des scientifiques et des ingénieurs pour pouvoir détruire. Et donc on verra une coopération absolument sans faille entre les États du monde, parce qu'il s'agira d'avoir forcément les États du monde auront un objectif commun, puisque on le comprend assez facilement. Et donc le scénario là-dessus est pas très réaliste, ça n'empêche pas que c'est encore une fois agréable à regarder, mais c'est pas forcément très réaliste, et c'est là où le parallèle avec le changement climatique est extrêmement délicat, puisque en fait, quelle est la grande différence avec le changement climatique? C'est justement la certitude. D'une part, d'abord, les éléments qui sont promis par les chantres du changement climatique sont une destruction, en fait, plus ou moins certaine de l'humanité à plus ou moins court terme, mais justement, on ne sait pas bien. C'est-à-dire qu'on a constaté, encore une fois, qu'il y avait une augmentation d'1 degré des températures terrestres, mais on ne sait pas vraiment quelles seront les conséquences, s'il y aura des conséquences d'ailleurs si terribles que ça sur l'humanité, on ne sait pas quand elles se produiront. Et troisièmement,
on ne sait pas comment vraiment prendre le problème. Toutes les actions qui sont mises en œuvre ne changent rien pour l'instant à la surface du globe sur le phénomène de l'augmentation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. On peut dire que on ne sait pas vraiment à quoi ça sert. On est incapable de pouvoir évaluer les politiques menées au nom du changement climatique, si vous voulez. On ne sait pas à quoi ça sert. Souvent, ça sert à rien, par exemple, puisque la diminution de gaz à effet de serre est ridicule par rapport au problème, si ce problème, encore une fois, est si grand qu'on le dit. Et donc, on est en fait dans une situation, premièrement, donc, où on a cette incertitude, contrairement à la certitude de la comète. D'accord? Et deuxièmement, il y a cette échelle de temps, qui est extrêmement raccourcie dans le cas de la comète. Et qu'est-ce que ça va produire? Ça va produire la réaction de survie nécessaire. Et donc, c'est la réaction de survie qui provoque l'état d'urgence, comme dans le cas des guerres, évidemment. Lorsque vous avez l'ennemi qui passe la frontière avec ses chars, là, vous avez une réaction de survie. Et la cité qui est attaquée, eh bien, elle s'organise. Chacun avait sa vie, disons, et puis tout à coup, chacun converge vers le mur d'enceinte pour être prêt à combattre. Pourquoi? Parce que la vie est en jeu, et que c'est le premier bien supérieur qu'il faut assurer avant que tous les autres soient possibles. Et donc c'est ça l'état d'urgence, c'est une réaction de survie. Or, dans le cadre du changement climatique, aucune réaction de survie n'est possible, parce que la menace de mort n'est que une réflexion intellectuelle, quelque chose de spéculatif. Et c'est pour ça que dans tous les films catastrophes, les scientifiques ne convainquent jamais tant qu'il n'y a pas des preuves physiques que la catastrophe est imminente. Et c'est cette impossibilité, en fait, dans le cas du changement climatique, de voir les effets négatifs, qui fait que c'est impossible de déclarer un état d'urgence. En fait, l'état d'urgence répond à l'exceptionnalité du temps. La guerre, c'est un moment exceptionnel, où on réagit de façon exceptionnelle. La comète est un moment exceptionnel, où on va réagir de façon exceptionnelle. Mais si on prend le changement climatique, alors ça peut être un moment exceptionnel, c'est un scénario possible. C'est ce que disent les écologistes. Mais cette exceptionnalité, dans le cas du changement climatique, est diluée dans le temps. Et donc c'est comme si le temps n'avait pas l'air exceptionnel. L'exceptionnalité, encore une fois, est diluée dans le temps. C'est comme si vous aviez une éphémère sur un étang, en train de se balader, cette éphémère qui ne vit qu'un jour, et qu'on lui dise, écoutez, dans 15 jours... l'étang va disparaître pour telle ou telle raison, mais elle n'est pas prise par une réaction de survie qui va la faire agir. Vous voyez, l'éphémère, elle ne vit que... Et nous ne vivons pas assez longtemps pour pouvoir ressentir véritablement et pour pouvoir développer une réaction de survie. L'état d'urgence ne peut qu'être lié à une réaction de survie instinctive. Elle ne peut pas être déclenchée par une réflexion d'ordre intellectuel, mathématique, scientifique. Non. C'est pour ça, encore une fois, que le scientifique est toujours, dans les films catastrophes, au départ, il n'est pas écouté. Jamais. Et c'est bien là tout son problème et tout le drame, en fait. Il va être écouté, justement, quand la catastrophe arrivera. Mais... Encore une fois, dans le cas de changement climatique, si le diagnostic est vrai, tout ça est tellement dilué que le temps n'a pas l'air exceptionnel. Et donc, on est incapable de déclarer un état d'urgence. Et c'est pour ça que les politiques ne réagissent pas ou ne réagissent pas suffisamment selon certains écologistes. Et donc, c'est pour ça que le film, finalement, ne peut pas être un parallèle entre notre situation dans le cadre du changement climatique et puis cet événement d'une comète comme ça qui arriverait. Tout est bancal, aucun parallèle n'est possible. Encore une fois, je pense que le film se trompe, puisqu'il y aurait une réaction de façon très, très vive si une comète arrivait. Et deuxièmement, le parallèle avec le changement climatique, à mon avis, n'est pas bon. Mais peu importe, puisque c'est pas ça le sujet, c'est pas pour cette raison qu'on regarde un film. On regarde un film d'abord pour se divertir, et moi je vous conseille de le regarder, parce que
on passe un bon moment, et il y a des scènes assez marrantes, avec beaucoup d'humour, et je vous conseille d'ailleurs d'attendre bien la fin du générique, parce qu'au milieu du générique, il y a des scènes cachées, et il y a la scène sans doute la plus drôle du film, qui est au milieu du générique, donc faites bien attention, regardez bien jusqu'au bout le film. Alors, deuxième film dont je voudrais vous parler, c'est La Panthère des Neiges. Parce que La Panthère des Neiges, alors pour votre information, il vient d'être nommé là, au César pour être dans les catégories premier meilleur film, meilleur premier film plus exactement, meilleur documentaire et puis meilleure musique originale. Alors La Panthère des Neiges, c'est finalement ces grandes fresques naturelles qu'on voit régulièrement à la télévision. Il y en a qui sont faits par Disney Nature par exemple. Et puis on se souvient de certains films comme Microcosmos, un film qui est déjà vieux mais qui avait fait grand bruit et qui était passé au cinéma. Et puis ou Le Peuple migrateur par exemple qui est plus récent, mais enfin il y a régulièrement comme ça à la télévision des grandes fresques sur la nature et qui font en fait qui reviennent au début de l'écologie, qui était quand même de protéger les paysages et puis les espèces qui vivaient à l'intérieur de ces paysages magnifiques. Et donc c'est comme ça qu'est née l'écologie au 19e siècle, et c'est ça quand même qui reste au cœur de l'écologie, cette espèce de conservation de l'esthétisme naturel, de la beauté du monde en fait. Et donc ce film-là, bien sûr, est dans cette lignée, et on est toujours content que ce genre de film soit au cinéma. Alors moi j'ai beaucoup aimé ce film, j'ai adoré je dirais, alors j'y suis allé avec quelqu'un qui s'est un peu ennuyé, il faut bien le dire. Alors ça dépend ce que vous aimez ou pas, c'est un peu lent bien sûr, mais à part ça, moi j'ai beaucoup aimé parce que bon, il y a des paysages extraordinaires, la qualité des images est quand même incroyable, vous avez deux personnages, je vais en parler, qu'on suit, et puis on voit plein d'animaux, d'oiseaux, etc. Et donc pour des passionnés de la nature, eh bien ce film va les enchanter. Donc d'abord c'est intéressant parce que c'est une quête d'un photographe animalier qui est Vincent Munier, et puis c'est suivi par un écrivain qui est Sylvain Tesson. Et donc c'est une quête pour voir et photographier, surtout filmer la panthère des neiges, qui est un animal donc, qui vit sur les hauts plateaux du Tibet à 4 ou 5 000 mètres d'altitude. Et donc, ce qui est intéressant au niveau du scénario, c'est pas seulement, on voit pas seulement, comment dire, ça échappe à l'ennui un peu du documentaire animalier, qui est souvent focalisé sur l'espèce. Et il y a toujours un peu un ennui du cinéma animalier quand ils sont concentrés sur l'espèce, puisque ça raconte finalement toujours la même histoire. Et quand on en a vu un, on en a vu 10, 100, 1000. C'est toujours l'histoire, vous savez, c'est l'hiver, il fait froid, on hiverne, on se réfugie, et puis c'est la saison du rut, des amours, et puis c'est les petits grandissent, et puis les petits s'émancipent, et puis ça recommence. C'est ça le problème, c'est que ça recommence, c'est toujours la même histoire. Et quand vous avez vu un film animalier, franchement, vous en avez vu beaucoup, donc c'est très difficile d'être original. Une façon d'être original, peut-être, ou en tout cas d'être pour moi plus intéressant, c'est non pas de raconter la vie de ces animaux qu'on connaît par cœur, enfin pour des gens comme moi en tout cas, mais plutôt de raconter une quête de personnes que vous allez découvrir, qui essayent de chercher un animal, etc. Munier avait fait de l'affût une esthétique en même temps qu'une philosophie. Il m'avait invité à l'accompagner au Tibet à la poursuite d'un être que je croyais disparu, la panthère des neiges. Et c'est un peu ce qu'on voit aussi se développer sur certaines chaînes YouTube de photographes animaliers d'ailleurs, où non seulement on voit les animaux, mais on voit la difficulté à les approcher, on voit la difficulté à les photographier. Donc on raconte une histoire autour, non pas de l'animal, mais de notre rapport à lui, comment on va le traquer, etc. Les difficultés qu'on peut avoir, etc. Donc c'est toujours plus intéressant, plus marrant, etc. Donc je trouve que c'est le bon angle, un angle différent par exemple que du film qu'on voit en ce moment au cinéma, qui est le film Lynx, qui est un peu un film quand même ennuyeux, avec des images remarquables, parce qu'ils ont réussi à filmer le Lynx en France, qui est très difficile. Mais
qui raconte finalement des choses assez banales avec un commentaire, faut le dire, assez ennuyeux, des images aussi qui sont assez, je sais pas, les images assez grises, qui n'ont pas la force des images de la Panthère des Neiges. Bon bref, en tout cas il y a ce côté quête qui est intéressante, et puis on voit finalement la Panthère des Neiges, on ne voit pas du tout, on met très longtemps à la voir, puisqu'on suit en fait leur progression, et on la voit vraiment à la toute fin. Mais entre-temps, on voit plein d'animaux, et c'est ce qui est agréable aussi, c'est qu'on va voir plein d'animaux, des cerfs, des chouettes chevêches, il y en a un peu partout, les chouettes chevêches, y compris au Tibet, mais en France, c'est une espèce vraiment très très répandue dans le monde. Et puis on a des images extraordinaires avec de 3 ours, une ours femelle et ses 2 petits. Et d'ailleurs, je savais pas qu'il y avait des ours dans ce genre de milieu au Tibet. Et puis il y a des scènes assez marrantes, puisque quand il y a les ours, on entend Sylvain Tesson qui dit discrètement, puisque les ours s'approchent en fait des photographes, et Tesson dit à Munier, on s'en va là, ça serait bien qu'on s'en aille, parce qu'évidemment il a un peu peur, parce que les ours, je suis un peu sûr qu'ils soient dangereux particulièrement, mais en tout cas on voyait qu'il n'était pas rassuré, et on voit derrière Munier qui est concentré en grand professionnel, derrière son appareil photo, qui dit non, on reste, parce qu'évidemment il faut faire l'image, lui il a l'habitude de ce genre d'approche, il sait quand il faut partir ou pas, mais en tout cas il est là pour faire la photo, et pour avoir le moment, et il sait que ces moments-là sont très précieux. Et donc, il ne veut pas dégarpir comme veut Sylvain Tesson, qui est un peu inquiet. Donc, ce qui est intéressant aussi, et ce qui m'a plu, c'est que ça raconte finalement la photographie animalière. Ça, c'est quelque chose qui a, chez les naturalistes ou dans le grand public, c'est quelque chose qui est de plus en plus présent. En fait, il y a une grande démocratisation de la photo nature, en fait. Il y a un fameux festival, d'ailleurs, Montier-en-Dière, qui a beaucoup de succès tous les ans à la fin de l'année en France. Et donc, il y a beaucoup d'amateurs. Mais moi, j'ai aussi suivi des professionnels de la photo, notamment Louis-Marie Préau. J'ai 2 vidéos avec lui sur ma chaîne Nature TV, vous pourrez aller voir. Mais donc, on retrouve là le métier de photographe animalier, qui est un métier très difficile. D'abord, c'est difficile d'en vivre, puisqu'il y a une grande démocratisation de la photo animalière, avec la technologie, disons. Et donc, il y a de plus en plus de photos de très bonne qualité qui sont disponibles, et qui sont disponibles gratuitement. Et donc, c'est de plus en plus difficile pour les photographes animaliers de vivre de leurs photos, alors qu'il faut une énergie considérable pour être photographe animalier, justement. Et c'est là aussi la deuxième chose très importante à retenir, c'est que Munier est un des photographes les plus connus de France, largement, plus connu et connu aussi dans le monde, et qui se fait connaître avec ses photographies sur la nature, surtout dans des lieux enneigés, etc. Donc vous pourrez aller voir sur Internet ces clichés qui sont assez magnifiques. Il a été beaucoup imité d'ailleurs après. Mais c'est des métiers qui ne sont pas à la portée de tout le monde, et il faut avoir un courage assez remarquable, parce que c'est d'abord un métier où il faut avoir un œil bien sûr artistique. Mais je dirais, moi, c'est pas ça le principal. Je pense que le principal difficulté, c'est une difficulté physique en fait, puisque il faut aller dans la nature, transporter un matériel extrêmement lourd. Moi, j'ai eu à porter le matériel d'un photographe animalier. Il m'a donné son sac pour voir ce que ça faisait. J'ai tenu une demi-heure, puis j'ai arrêté. C'était vraiment très lourd. C'est vraiment du matériel très très lourd. Vous devez, comme ça... Donc, il faut avoir une condition physique très importante. Il faut avoir un courage physique, parce qu'il faut se lever très tôt, évidemment. Passer des nuits, des journées dans le froid, sans bouger, sans rien voir. Faire du repérage, etc. Donc ça demande un courage physique et une abnégation, je dirais, très importante. Il faut vraiment être fait pour faire ça, et c'est pas du tout à la portée de tout le monde, malgré l'amélioration du matériel. Hein, les obstacles principaux, c'est ça, c'est le physique, et c'est l'énergie qu'il faut pour retourner chaque matin dans la nature et devoir éliminer à la fin 99,9% des clichés que vous avez pris pour avoir un cliché assez remarquable. Donc voilà. Donc c'est un métier très difficile, et ça m'a fait plaisir de voir finalement, ça m'a rappelé des souvenirs, et ça montre bien ce qu'est le métier de photographe.
Alors, bon, petite critique quand même, moi j'ai adoré le film, il n'y a pas de problème, j'ai passé vraiment, c'est passé très vite, je le reverrai même avec plaisir. On peut critiquer quand même les commentaires de Sylvain Tesson, ça peut en agacer certains, les commentaires un peu poètes, disons, hein, vous savez, qui consistent à dire que l'être humain devrait arrêter son agitation quotidienne, son manque d'attention pour les choses, etc. Et regarder avec simplicité ce qui l'entoure, parce qu'il aurait perdu une espèce de lien avec la nature, et qu'il est capable de le retrouver, etc. En fait, on est très indifférent au monde qui nous entoure, à peine conscient. Dans la nature, t'es face à toi-même, tu peux pas tricher. Meunier m'avait offert de soulever un coin du voile pour contempler l'errance des princes de la terre. Bon, moi j'ai écouté d'une oreille Sylvain Tesson. Alors d'abord, moi il y a quelque chose qui m'importe, c'est la voix. On pourrait dire n'importe quoi finalement, si la voix est agréable à écouter, bah, ma foi, un peu comme les films de... comment s'appelle-t-il, celui qui a fait les films sur les loups, hein, il a fait 2 séries, c'est Jean-Michel Bertrand, et il a une voix extraordinaire, et si vous suivez, c'est le film que j'avais beaucoup aimé, moi je parle pas du tout du problème du loup dans les Alpes, tout ça est un autre sujet, mais le film en lui-même est quand même intéressant, et il y a un intérêt de film sur les loups de Jean-Michel Bertrand, c'est sa voix justement, c'est sa capacité à compter, à faire une histoire, et à bercer en fait le spectateur. Et là, c'est plutôt assez réussi sur Sylvain Tesson, mais sur le contenu, on peut être plus critique, mais moi, peu importe, j'ai pas tellement écouté, c'est un peu parfois naïf. Il y a quelque chose là-haut. Tu l'as? C'est un saisissement du cœur. C'est tout ce à quoi on a renoncé. Parce que Sylvain Tesson est un urbain, et puis il va retourner dans sa ville, dans l'agitation quotidienne des hommes, comme il dit. Il ne va pas rester au Tibet, du même ils sont allés au Tibet, mais ils n'y sont pas allés démunis, sans rien, comme des moines qui retournent dans la nature. Ils sont allés avec des photographes, une équipe de tournage, etc. Donc ils étaient là aussi dans une quête de quelque chose finalement. Ils n'étaient pas là juste pour admirer la beauté du monde et se contenter de ça, pour nourrir leur intérieur, etc. Peut-être que ça a été utile, mais quand même, c'est aussi le prétexte de future mondanité, puisqu'ils ont été invités partout, et grand bien leur face d'ailleurs, parce que c'est un très beau film. Mais c'est aussi ça. Mais bon, ils nous ont fait découvrir des paysages extraordinaires, des espèces incroyables. Moi, j'ai adoré voir ces espèces. Ces ours sont fabuleux. Donc, vous pouvez y aller sans problème. J'espère qu'ils recevront un prix. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur ces 2 films, c'est ce qu'on pouvait dire sur l'écologie à l'endroit, des sujets un peu légers, il n'y a pas de raison de se prendre la tête tout le temps. Donc après cela, je vous souhaite une excellente année 2022. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube, abonnez-vous à cette chaîne. D'autres interviews, etc., reportages sont prévus. Donc à très bientôt, à très vite avec Action Écologie.